Eh bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. On va commencer tout de suite, sinon on va se faire tirer les oreilles par l'organisation. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, on est là pour parler croissance. Alors, Julien l'a un petit peu introduit rapidement. C'est vrai que, contrairement aux autres conférences, celle-ci va être rediffusée dans le contexte des webinaires Parlons Cash. Certains l'ont déjà potentiellement un petit peu vu passer. Les webinaires Parlons Cash sont un regroupement de thématiques où effectivement on fait intervenir beaucoup d'experts différents sur des thématiques différentes avec un programme étalé sur toute l'année, et nous clôturons ce joli programme avec la dernière conférence qui a lieu aujourd'hui devant vous. Elle pourra être rediffusée, suivez bien les réseaux BPI France, elle sera rediffusée du coup le 11 décembre pour que vous puissiez revoir, ou en tout cas l'envoyer à vos camarades qui n'ont pas pu venir avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle croissance. Vous avez devant vous quatre experts, mais dont un expert entrepreneur, averti, aguerri. Je suis ravie que vous soyez avec nous aujourd'hui. Je vous laisse rapidement vous présenter. On fait un premier petit tour de table. Rojdi. Bonjour, je m'appelle Rojdi Mkilini. J'ai été 25 ans en tant que franchisé dans des chaînes de restaurants, où j'ai commencé avec Domino's Pizza et pendant 17 ans. Et ensuite, j'ai intégré d'autres chaînes comme Otakos et Sushi Shop. Et maintenant, je me suis concentré sur le déploiement d'une chaîne que j'ai créée, qui s'appelle Brandy's Café, uniquement dans les centres commerciaux. Et qui est une chaîne qui est dans un fast-food avec un service premium. Et c'est une sorte de brasserie et qui est concentrée que dans les centres commerciaux. Voilà. Et qui est délicieuse. Merci. Anaïs. Donc moi, je suis directrice adjointe au sein de l'équipe locale du Fonds Impact Partner. Donc l'équipe locale a été créée en 2017 pour dynamiser et redynamiser la vitalité des territoires prioritaires. Pour ça, en fait, on facilite l'accès à l'emprunt bancaire. Donc on intervient aux côtés des banques. Notre intervention, elle se fait sur les territoires prioritaires. Donc ça représente environ 75% de la France. Et on intervient en ce que j'appelle en quasi-fonds propres. Donc on intervient à ce qui est comparé par les banques à de l'apport. Merci beaucoup, très clair. Sébastien, on a déjà un beau panel, tu le complètes ? Donc Sébastien Moreau, BNP Paribas, donc un financeur somme toute assez institutionnel. Pour ma part, j'ai la responsabilité des partenariats, avec la volonté marquée, notamment dans les échanges que je peux avoir régulièrement avec les équipes de BPI, de marquer le terrain, parce que c'est beau de parler, mais être opérationnel et chercher à l'être, c'est un autre sujet. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis là, et ravi de partager cette belle assemblée. Merci beaucoup. Pour terminer sur ce beau panel d'experts, j'insiste parce que c'est des experts qualifiés que vous avez en face de vous. Valentin ? Moi, Caroline, tu me connais, je suis ton collègue au sein de l'équipe Fast Track to Cash chez BPI France. Notre métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans leur recherche de financement, que vous cherchiez du dilutif, du non dilutif ou même des aides publiques. La BPI étant à l'intervalle un peu de tout l'écosystème de financement, on connaît très bien les acteurs. Et évidemment, notre rôle, c'est de vous aiguiller aussi dans cet écosystème qui est bien que très riche et parfois difficile à naviguer. Et là, aujourd'hui, pour cette intervention, je remets aussi ma casquette de réseau de financement, parce que j'ai travaillé chez eux au préalable, pour parler et de prêts d'honneur, de prêts participatifs et de garantie. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un écosystème et dans un environnement qui s'accélère, et beaucoup de projets vont connaître, en tout cas on vous le souhaite, si vous êtes porteur de projets et jeunes entrepreneurs, d'un moment donné avoir besoin d'accélérer. Mais quand on accélère, quand on a besoin de connaître cette fameuse phase de croissance, on ne peut pas s'aventurer et passer les caps réalistes sans être préparé, sans avoir réussi à fonder une stratégie qui soit solide, aussi bien financièrement qu'au niveau stratégique. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut réussir à se baquer. Donc c'est un petit peu de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. On parle de la croissance de manière générale. Il y a des croissances organiques au niveau de l'innovation, du recrutement, tout ça. L'idée, c'est vraiment de réussir à vous donner le plus de tips possible pour appréhender correctement, sereinement, cette phase de croissance qu'on vous souhaite évidemment tous. Rojdi, la première question, elle est pour toi. Comment est-ce que toi, tu as appréhendé toutes les stratégies de financement quand effectivement tu as lancé ton projet et tes différents restaurants finalement ?
Comment est-ce que tout ça t'a suivi au long de ton parcours entrepreneurial? En fait, j'avais commencé avec un premier restaurant où je m'étais concentré sur le succès de ce restaurant, donc à maîtriser la totalité des opérations pour faire en sorte que ce soit un restaurant qui soit rentable. À partir du premier, quand il était rentable, quand j'ai montré les chiffres, le deuxième a été un peu plus facile à financer. Et à ce moment-là, tous les bénéfices qui ont été générés ont été toujours réinvestis sur les restaurants suivants. Donc j'ai fait appel aussi à des investisseurs privés pour ça c'était avec Sushi Shop et avec Otakos. Et ensuite ça a été refinancé dans un second temps par les banques. Et ensuite, quand j'avais un autre projet qui s'appelait Brandy's Café, où je devais être concentré sur un seul projet, j'ai revendu l'ensemble de mes restaurants et j'ai concentré tout le cash que j'avais généré sur ce concept-là. Et donc j'ai commencé avec le premier restaurant où il devait être... on devait tout ficeler, le concept et les process. Donc qui a été investi en totalité en cash, en fait, en apport total. Et ensuite, j'ai été accompagné par Impact Partner pour renforcer les fonds propres. Et j'ai toujours été sur des financements à presque 50% en apport et 50% en financement. Et du premier restaurant qui a très bien fonctionné, le deuxième, on a fait exactement la même chose. Et ensuite, on a accéléré en faisant en sorte que tout ce qui était généré en cash, de le réinvestir avec des apports beaucoup plus importants. Voilà, en gros, l'évolution de l'investissement, des investissements et des financements. Donc finalement, c'est de la remise en question constante. C'est faire avec ce qu'on a aujourd'hui, aller chercher et se donner les moyens. Et puis de la remise en question constante pour, au fur et à mesure, faire évoluer le projet, continuer à le faire grandir et obtenir et aller chercher finalement toutes les solutions qui sont à notre portée au moment venu. Exactement, tout à fait. Et est-ce que, alors ces décisions-là, tu les as évidemment mûries au fur et à mesure, mais est-ce que tu as été accompagné en plus d'Impact ? Oui, absolument. Donc c'était la partie en plus d'impact. Il y a un point qui est très important, c'est de s'entourer très rapidement par des experts. Quand j'ai commencé à monter le projet, j'ai investi en Brandy's Café, j'ai investi en amont sur un vrai sur la marque, commencer à construire la marque. Donc j'ai été débauché quelqu'un qui avait une agence de publicité. Et on a travaillé ensemble dès le départ sur construire la marque. Ensuite, j'ai été chercher un conseiller culinaire pour construire toute la carte pour qu'elle soit validée auprès des clients. Et donc, il y a cette partie conseiller, aussi par rapport à un très bon courtier qui nous a accompagnés aussi dans les financements. Ça, gagner la confiance des investisseurs, parce qu'il faut que, en fait, on le voit sur le temps, on ne le voit pas sur un rendez-vous, et la confiance des banques. Et quand c'est bon, là, ensuite c'est beaucoup plus facile. Effectivement, je pense que Sébastien, je te vois hocher la tête, on reviendra sur le sujet un petit peu après, mais c'est vrai que réussir à convaincre les financeurs, toutes les personnes avec qui on va travailler, c'est essentiel. C'est essentiel. Merci beaucoup, Rochdi. Petite question pour toi, Anaïs. C'est vrai qu'au sein d'Impact Partner, vous accompagnez vraiment des projets qui combinent une performance aussi bien économique que impact, ça on le sait, mais comment est-ce que vous les accompagnez au quotidien réellement et qu'est-ce qui va faire que tel ou tel critère vous allez préférer suivre ou accompagner financièrement un entrepreneur plus qu'un autre ? Donc effectivement, on s'attache au modèle économique du projet comme le font les banques. Donc on regarde les mêmes choses. Après, on s'attache énormément au modèle social du projet, donc à l'entrepreneur lui-même, comme Rochdi qu'on a financé. Donc il y a les critères un peu
quantitatif, c'est-à-dire la localisation du commerce ou du point de vente, le nombre d'emplois que va créer cette implémentation, le chiffre d'affaires que ça va créer, donc ça va permettre de redynamiser un territoire. Et il y a aussi les critères liés à l'humain en lui-même, à sa façon de gérer avec ses équipes. Et ce qu'on a beaucoup aimé, en tout cas chez Roger, c'est que c'est quelqu'un qui est impliqué au quotidien dans ses restaurants, qui cherche à créer de l'activité autour de ses restaurants, à créer de l'emploi, à accompagner ses employés du début jusqu'à la fin, à leur monter en compétences. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on a apprécié, notamment dans le parcours de Roger. Comment, à quel moment est-ce qu'on peut faire appel à vous? C'est-à-dire qu'à quel moment on se dit « Ah bah tiens, je vais aller voir Impact Partner, ça peut être pertinent ». Très vite. Très vite, ça peut être au moment de la création, parce que vous avez un super projet, la banque veut vous suivre, mais vous manquez d'apport, parce que c'est un peu le problème que rencontre chaque entrepreneur aujourd'hui. Ou sinon, pour faire effet de levier, vous avez déjà créé un premier restaurant ou un premier point de vente et vous ne voulez pas réutiliser le cash de ce point de vente pour le second. Et donc à ce moment-là, on peut intervenir pour faire l'apport complémentaire nécessaire également. Merci beaucoup. Ça nous fait une belle transition pour s'adresser à Sébastien. Sébastien, à quel moment, comment est-ce qu'on peut réussir à analyser la capacité d'une entreprise pour passer à l'échelle en tant que banquier? Aujourd'hui, quand vous rencontrez, vous tous les banquiers des entrepreneurs, avec une activité déjà bien implantée, comment est-ce qu'on sait qu'il est prêt à passer à l'échelle? C'est une question que je pourrais vous poser à tous finalement, mais c'est vrai que pour les banques, on a toujours tendance à se tourner vers une banque quand on veut passer à l'échelle, quand on est sur une phase de croissance. Finalement, il n'y a pas que, mais je suis très curieuse de connaître ta réponse. Oui, alors c'est vrai que les banques, on les sollicite souvent, et heureusement, puisqu'on est un agent économique qui est là pour financer les porteurs de projets. Alors, à quel moment on juge, si c'est bien la question, qu'un entrepreneur est prêt à se caler? Tu as apporté beaucoup de réponses à ça déjà. C'est-à-dire que je rencontrais tout à l'heure des porteurs de projets, je leur disais ne confondez pas vitesse et précipitation. Première chose, c'est-à-dire que je veux aller très vite vers ma croissance, mais le mieux est l'ennemi du bien. Vitesse et précipitation, ça fait très mauvais ménage. Donc c'est déjà, j'ai mon concept, j'ai mon boulot, je vais à fond, je maîtrise ma carte, je fais appel à des professionnels, je m'entoure. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que je dis souvent qu'un bon banquier, c'est celui qui a des questions qui piquent, des questions qui dérangent. Eh bien voilà, nous on juge que quelqu'un est prêt à se caler quand on lui pose toutes les questions qui dérangent et qu'il a des réponses. Après, il y a des fondamentaux financiers quand même. Peut-être on en reparlera tout à l'heure, mais c'est une trésorerie, c'est de la rentabilité. Parce que produire pour produire, équiper pour équiper, ça ne sert à rien. Le but d'une entreprise, c'est de gagner l'argent dans un écosystème sur lequel on a des salariés et sur lequel il faut aussi tenir compte de ces équipes en place. Donc ça, on le regarde. Je suis presque allé, un entrepreneur qui est presque allé, qui est tout seul, il m'inquiète. Voilà. Donc c'est aussi des choses qu'on regarde, c'est tout cet environnement, le couple marché-produit, la personne, son équipe, son ambition. Exactement, et c'est vrai que nous, c'est un discours qu'on porte beaucoup aussi dans l'accompagnement des porteurs de projets. Il y a une réelle importance qu'il faut aller chercher dans la cohérence porteur-projet. Ça rejoint ce que tu disais effectivement sur les équipes. Tu as cité aussi la notion de trésorerie pour réussir à scaler correctement. Est-ce que tu aurais peut-être quelques petits conseils un petit peu pratico-pratiques pour les porteurs de projets ou les jeunes entrepreneurs pour réussir cette étape? Bien sûr. Alors, la trésorerie, c'est déjà être conscient de ce qu'est la trésorerie, de comment elle se génère et de à quoi elle est utilisée. Je suis entrepreneur, à quoi me sert ma trésorerie? Elle me sert à payer mes fournisseurs, elle me sert à payer mes salariés, elle me sert à payer mon loyer. Donc c'est extrêmement important. Pas de trésorerie, ça va être assez difficile d'avoir une activité qui va s'inscrire dans la durée, qui va être pérenne. Une trésorerie, ensuite, elle sert à quoi? Je peux avoir un coup dur demain qui se présente. Un fournisseur qui ne me paye pas en temps et heure. Un fournisseur qui ne me paye pas sur une grosse... pas un fournisseur, mais pardon, un client qui ne me paye pas sur une grosse facture. Et là, j'ai un risque. Et cette trésorerie, elle est là. Donc, le premier conseil, c'est la trésorerie, elle doit être nourrie
par la rentabilité de l'activité. Elle doit être étudiée, deuxième conseil, de très très près avec un plan de trésorerie. Un plan de trésor, ça se construit à un minimum 2-3 mois. Je dois voir à 2-3 mois construire ça pour savoir où est ma visibilité, où vont être mes besoins. Et puis, la trésorerie, c'est un sujet qu'on doit entretenir avec son banquier aussi. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'un banquier est capable de financer de la trésorerie. Je vais vous prendre un exemple. Un agriculteur qui produit aujourd'hui, qui va récolter le fruit de son travail dans 9 mois, après avoir récolté, on appelle ça du crédit de campagne. Donc on sait financer du court terme. On sait financer du court terme sur des restaurateurs, etc., etc. Il y a des besoins ponctuels. Donc cette trésor, c'est le dernier conseil, c'est en parler à ses partenaires. Merci beaucoup. Tu as un petit peu devancé ma question, mais finalement, ça rejoint presque celle que j'avais posée à Anaïs. C'est vrai qu'on a parfois tendance à entendre « j'ai été voir la banque, non mais finalement c'est trop tôt. J'ai été voir la banque, en fait c'est trop tard ». Du coup, à quel moment, dans une phase de croissance, il faut toujours anticiper, il vaut mieux vaut arriver trop tôt que trop tard, mais finalement, à quel moment on peut venir vous voir, vous, banquier, et vous demander un accompagnement financier ? Hier, aujourd'hui, demain, non, je plaisante. Oui, ce qui se passe, c'est que le banquier, on peut, et c'est peut-être justifié, se targuer d'avoir une mauvaise image. Pourquoi ? C'est-à-dire que le banquier, en général, il a plutôt tendance à financer du concret, que de la perception, ou que du ressenti, ou que de l'intuition. Voilà, donc de temps en temps, on est assez factuel quand même dans la manière de rechercher l'étude. On est assez pointu. Ce qui se passe, c'est que comme en général, on a une belle vision sur le marché, on est somme toute attentif à un certain nombre de critères et de créneaux. Donc il n'est jamais trop tard pour aller voir un banquier, mais juste, si tu me permets, je vais passer un petit peu le cap et dire c'est quoi un banquier. En fait, vous, entrepreneur, votre banquier, ça ne doit pas être une banque. Ça doit être une personne, ça doit être quelqu'un qui s'assoit à côté de vous, ça doit être un partenaire. Et si vous résumez à la simple condition qu'on va vous octroyer, qu'on va vous proposer, à savoir un taux, la relation avec le banquier, excusez-moi de vous dire, vous vous plantez. Allez chercher l'interlocuteur avec qui vous vous sentez bien, celui qui vous pose les bonnes questions, celui qui challenge votre projet. Et là, vous partirez sur une véritable relation de partenariat. Et là, ça peut donc commencer très tôt, avant le projet. Et puis ensuite, il faut se voir régulièrement, parce que quand on est partenaire, si on ne se parle pas régulièrement, on se met en difficulté. Donc les banquiers ne mangent pas. Valentin, est-ce que tu as une remarque déjà par rapport à ça? Et puis c'est vrai que ça fait appel à tous les conseils qu'on peut porter aux entrepreneurs. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter là-dessus? Je ne peux que corroborer ce que dit Sébastien sur ce sujet. La raison pour laquelle les gens s'orientent vers des acteurs comme nous, la BNP, Impact ou la BPI, c'est aussi parce qu'on a des poches profondes, que nous on est capable d'assurer un continuum de financement et qu'on existe en écosystème. On est tous partenaires, on fonctionne ensemble. Et évidemment, notre rôle, c'est pas d'accompagner un entrepreneur à un instant T et d'arrêter la relation commerciale à ce moment-là. Comme l'a dit Sébastien, on n'est pas là juste pour opérer du crédit et ensuite attendre nos intérêts depuis notre fauteuil. Non, on est là aussi pour assurer un accompagnement. On est là pour répondre à des problématiques de trésorerie, des problématiques court terme, moyen terme, long terme. On est là pour répondre, quand on passe d'un certain seuil ou de nouveaux paliers, quand on est entrepreneur, on est là aussi pour adapter notre offre, quand il y a des acquisitions foncières à faire, quand il y a effectivement des problématiques de trésorerie, quand il y a des cofinancements à aller chercher après un renforcement de fonds propres. Nous, notre raison d'être, c'est aussi de pouvoir assurer ces solutions-là. Et la raison pour laquelle on a un panel aussi avec divers acteurs aujourd'hui, c'est pour montrer que déjà, toutes ces solutions existent, mais qu'on travaille ensemble pour pouvoir évidemment accompagner les entrepreneurs sur toute la durée de leur vie et aussi évidemment à toutes les étapes des projets, de la création au développement, à l'internationalisation. Il y a des solutions qui existent, il y a des solutions de financement à mobiliser et puis évidemment le but quand on va chercher un partenaire, c'est justement qu'une fois qu'on l'a identifié et qu'on a obtenu ce premier financement, c'est que derrière quand on a besoin à nouveau d'un deuxième, troisième round de financement, on puisse se tourner vers cette personne qui croit déjà en le projet, qui le connaît, qui le suit depuis longtemps, parce que si on a une bonne relation avec son banquier, on l'appelle fréquemment, c'est un bon partenaire et évidemment qui pourra intervenir assez vite aussi. Merci beaucoup. Valentin, avec ton ancienne casquette de financeur et ta nouvelle casquette d'accompagnateur, quel conseil tu pourrais donner à un entrepreneur que tu rencontres demain matin et qui te dit
ça y est, mon projet fonctionne du feu de Dieu, je vais accélérer, je veux m'externaliser ou je veux aller conquérir de nouveaux marchés. Quel conseil tu pourrais lui donner ? Le premier, c'est celui qu'on répète tout le temps à la BPI, on n'est jamais trop bien accompagné. À chaque étape de la vie, on a des nouvelles problématiques auxquelles on doit faire face. Roger, toi, tu dois le vivre tous les jours. Voilà, tu as 10 casquettes simultanées, tu n'as pas forcément le temps de te concentrer sur toutes les problématiques que tu peux avoir, qu'elles soient financières ou RH ou communication. Et évidemment, avoir l'accompagnement d'experts, d'investisseurs, d'accompagnateurs qui peuvent vous épauler sur ces étapes, qui ont déjà évidemment dans leur portefeuille des entreprises qui sont passées par ces étapes-là et qui peuvent aussi vous accompagner, vous proposer de la mise en relation et puis aussi de la mise en réseau, puisque voilà, quand on va voir un fonds d'invest, c'est aussi voir tout son portfolio et évidemment pouvoir accéder à des conseils, à des partenariats, à des gens qui peuvent nous épauler sur la croissance parce qu'ils l'ont déjà vécu et surtout parce qu'ils peuvent eux aussi avoir un intérêt à vous accompagner. Donc faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. On le répétera jamais trop. Merci beaucoup. Rochdi, j'ai une question d'entrepreneur à entrepreneur. Ils sont beaucoup en face de toi. Quels conseils tu leur donnerais ? Et si tu as connu des couacs, parce que des daims, on en connaît tous, évidemment, et si vous n'en avez pas encore connu, vous allez en connaître, navré de vous le dire, quels conseils tu pourrais leur donner justement pour réussir à contrôler un petit peu tout ça et faire face à ces potentiels dindes qu'on croisera de temps en temps en tant qu'entrepreneur. Super. Le premier conseil que je peux donner, c'est la partie quand on monte un projet, il faut le monter sur du long terme. Il y a trop de personnes qui construisent un projet en se disant je vais vendre dans 5 ans ou je vais vendre dans 3 ans, je ne sais pas ce que je vais faire. Et nous, quand on a construit Brandies, on a construit un projet pour les 50 ans qui arrivent. Donc quand on a commencé, tout le projet était basé sur comment perfectionner pour qu'il y ait un très bon service, un très bon produit, et donc de bien maîtriser tout ce système. Et ensuite, on a concentré tous nos efforts sur la partie, sur l'humain, sur la concentration pour qu'il y ait le bien-être du personnel. Parce que quand ils sont très contents, il y a un impact direct sur les clients, qui sont très contents, et ça se voit. Et quand les clients sont contents, ils disent à d'autres personnes, c'est super, il faut que tu ailles. Et donc il y a le bouche à oreille, et ça se démultiplie dans le temps. Donc il y a toujours et aussi un effet de, ça met du temps, mais ce temps-là, il est nécessaire. Parce qu'à un moment donné, on a mis 2 ans pour le premier restaurant, on a mis encore 1 an le deuxième restaurant, on a mis presque 4 ans sur les 2 premiers restaurants, on a tout ficelé, et les ventes ont explosé dans le temps. Et là, cette année, on a ouvert 10 restaurants d'un coup. Donc on a créé un climat de confiance, ils ont vu que ça marche. Les banquiers, quand ils venaient au restaurant, ils ont vu que ça fonctionnait, et quand il vient à son responsable, il faut financer. On en a fait 1, 2, 3, et les bailleurs de fonds, les bailleurs, les foncières, ils ont vu que ça marchait, ils m'ont proposé les meilleurs emplacements. Donc quand on fait les bonnes choses, les choses en profondeur dès le départ, on construit une confiance pour accélérer dans le temps. Et pas aller trop vite. Bien verrouillé, et voilà. Et quand on pose la question qui pique, il faut avoir confiance à sa réponse. Et tellement qu'on a on a verrouillé le concept, on répond de manière évidente, et on sent qu'il maîtrise son projet. Et quand il maîtrise son projet, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc la préparation, c'est important. Et penser sur du long terme. Pas quand on pense sur du long terme, toutes les décisions qu'on prend, c'est sur du long terme, et pas de manière court-termiste. Merci. C'est vrai que beaucoup de porteurs de projets disent c'est bon, dans 1 an, je vais déjà faire un prévisionnel d'1 an, ça suffira, de toute façon, je ne sais pas ce qui va se passer dans 3 ans. C'est justement tout le but de l'entrepreneuriat, c'est de réussir à se projeter plus loin que là où on peut vous poser les questions. Anaïs, c'est quelque chose que tu as constaté, du coup, quand tu avais rencontré Rochdi au départ. C'est quelque chose auquel tu as prêté attention ? Oui, il avait un plan de carrière pour Brandies assez long dans le long terme, et en effet, ça montre sa prudence aussi sur la création de son modèle. Il faut mieux être prudent que rapide, je pense, dans ce secteur, notamment la restauration. On ne sait pas comment les choses évoluent. On a eu le Covid qui a bousculé
tout le secteur il y a quelques années. Donc, en effet, je pense qu'il faut prendre son temps. Et ce que Rochdi fait, et c'est un bel exemple de réussite. Merci. Est-ce que quelqu'un a une mauvaise expérience, parce qu'il faut bien se nourrir des mauvaises pour réussir à sortir les plus belles. Est-ce que vous avez des exemples peut-être un petit peu plus concrets, sans évidemment les citer, d'entrepreneurs qui, pour X raisons, vous allez nous expliquer, n'ont pas réussi cette phase de croissance? Par manque de préparation, par exemple. Sébastien, est-ce que tu en as une en tête? Malheureusement, hein, on a quelques exemples. J'en cherche un qui soit parlant et pour l'auditorie, voilà. J'ai 2 exemples en tête. On prend les deux. Ouais, Ça ouais. nourrit. Le premier, c'est un jeune entrepreneur. On parlait tout à l'heure d'accompagnement, de réseau d'accompagnement. Donc, je l'ai rencontré dans une réunion un peu comme dans un événement un peu comme aujourd'hui. Très beau projet, très beau profil. On l'a accompagné et je l'ai croisé il y a quelques jours. Il est en difficulté. Pourquoi? C'est que il a conçu un concept autour de produits apéritifs et il vient de se faire planter par la personne qui lui fournit ces sachets. C'est tout con, mais le voilà avec son projet, avec de la demande. Il est prêt à être référencé dans des magasins très connus, du Biocoop en l'occurrence, on les cite. Donc vous voyez un petit peu la qualité du produit et le travail qu'il a fait pour en arriver là. Et il se retrouve sans sachet, c'est un sachet un peu technique, etc. Donc ça, c'est un exemple où j'ai voulu grandir, mais j'ai eu un problème, c'est que je n'ai pas su diversifier mon approvisionnement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être attentif. Et c'est pour ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure et penser que nous partageons tous, c'est de se dire, je prends le temps de regarder et d'identifier mes risques. Parce qu'être entrepreneur, c'est des opportunités, mais c'est aussi des risques. Pour être entrepreneur, il faut être optimiste au quotidien, tout le temps, toujours. Si je ne suis pas optimiste, je ne suis pas entrepreneur, je deviens banquier, je plaisante. Mais en revanche, attention à ça et tenir compte de son environnement, être prudent, identifier ses risques, les risques humains, les risques opérationnels. Le deuxième exemple, si tu me laisses 30 secondes, c'est un risque effectivement humain, c'est-à-dire que j'ai rencontré une structure, ils étaient 3 associés hyper complémentaires, un superbe projet. En revanche, sur la partie développement, c'est un projet qui repose beaucoup sur de l'IT, et le savoir-faire reposait sur un seul des associés. Et là, il y a une fragilité. Vous imaginez si l'associé stoppe, s'il a un accident, s'il décide de partir avec l'idée et le concept, l'entreprise, c'est terminé. Donc c'est aussi ça, c'est penser à tout. Et penser à tout, ça veut dire qu'il faut vraiment prendre le temps de s'y poser et de s'entourer. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous a un exemple? Valentin, est-ce que... Non, Rochdi? Un exemple Rochdi, oui, je te laisse réagir. Un exemple de Un exemple plus concret, donc toi pour le coup quelque chose qui serait vraiment mal passé et que tu aurais pu éviter par une solution X ou Y. La seule chose qu'on a eue comme petite difficulté, c'était un dodan en fait. Et déjà quand on a un vrai pourquoi sur le long terme, quand il y a une difficulté, on le passe comme un dodan, on ne traverse pas l'Himalaya, donc il faut vraiment avoir un vrai pourquoi. Et si je pouvais donner quelque chose que j'essaierais de mieux maîtriser, c'est la partie, quand on était monté en charge, entre tous les bons accords qu'on a eus des banques et l'ouverture des restaurants, c'est juste ce calendrier qu'il faut bien gérer, les décaissements. Parce que heureusement qu'on avait un fonds de caisse au départ, et des restaurants où on avait terminé le restaurant, on avait eu les fonds juste après. Et voilà, c'est juste de gérer cette partie trésorerie, qui est très très importante, et qui peut freiner un petit peu. Voilà, c'est ce type de calendrier qu'il faut gérer. Sinon, tout est nickel. Et avoir une attitude optimiste, très important ça. Parce que si on est pessimiste, celui qui regarde en face, il dit « je ne vais pas faire avec lui ». Oui. Merci, d'où 2 notions qui sont très importantes, qui reviennent depuis le début, c'est vraiment l'anticipation, réussir à anticiper pour mieux gérer, et puis cette fameuse gestion de trésorerie qui peut effrayer, mais qui est
primordial. Valentin, tu avais un exemple? Moi, j'ai un exemple qui rejoint les deux. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai accompagné un chauffeur routier que j'avais accompagné sur sa création, qui avait lancé sa boîte de transport. Donc, il avait toutes les certifications, toutes les licences, obtenu un premier financement bancaire avec un prêt d'honneur. Et en fait, ça fonctionnait si bien qu'il s'est dit qu'il était temps d'acheter des nouveaux camions. Sauf que pour faire des économies, il n'a pas voulu recourir à du financement externe et aussi parce qu'il voulait acheter des camions d'occasion. C'est vrai que nous, banquiers, on n'est pas forcément très forts pour l'achat d'occasion. Et du coup, il s'est dit, bon, je vais le faire moi-même, j'ai les fonds propres pour, voilà, on va utiliser mes disponibilités pour acheter les camions. Le problème, c'est qu'évidemment, il avait un peu mal anticipé ses dépenses. Les camions d'occasion étaient un peu plus âgés et puis consommaient beaucoup plus d'essence que ce qu'il avait prévu. Et du coup, sa marge en était d'autant plus impactée qu'en fait, à la fin, sur certains transports, il roulait à perte. Évidemment, le problème, c'est que tout ça, il avait financé avec ses capitaux propres. Sa trésorerie avait pris un impact pas possible. Et qu'au moment où il s'est tourné vers sa banque en disant en fait, là, je suis à 3 jours du défaut de paiement. Comment je peux faire, comment est-ce que vous pouvez m'aider? On n'avait plus vraiment les moyens de mettre en place un affacturage, on n'avait plus vraiment le temps pour pouvoir solliciter du financement. Et en fait, parce qu'il n'avait pas anticipé cet exercice-là et parce qu'en fait, il n'avait pas de très bon rapport avec son banquier, finalement, il s'est retrouvé 3 mois plus tard, malheureusement, en liquidation, alors que la boîte tournait bien et qu'elle se développait véritablement. Merci beaucoup. C'est des témoignages pas forcément très joyeux à entendre, mais finalement, c'est aussi c'est la réalité d'un entrepreneur. Évidemment, je ne vous souhaite pas que ça vous arrive, mais si ça vous arrive, réussir à anticiper et prévoir suffisamment loin, ce qu'on dit depuis le début, ça peut vous aider à réussir à gérer ces situations-là. Comment est-ce qu'on arrive, peut-être Anaïs si tu veux, réussir à concilier l'ambition de la croissance, parce que c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs veulent, et réussir à la fois à maîtriser les risques que celle-ci engendre? Ouais, c'est une bonne question. C'est beau, je l'aurais presque répété. Je pense que être entouré, comme on le dit depuis le début, c'est quelque chose quand même de très important, parce que c'est l'entourage qui va aussi alerter l'entrepreneur sur parfois des risques qu'il prend et qui ne sont pas nécessaires pour son développement. Voilà. Dans ton quotidien, c'est vrai que quand tu rencontres des entrepreneurs en direct, est-ce qu'il y a certaines questions que tu leur poses typiquement pour essayer de lever ces fameux risques qu'on pourrait on s'intéresse énormément à l'entrepreneur et à comment il est organisé au sein de sa structure, s'il y a les personnes nécessaires pour que la structure se développe, si le modèle économique est fiable, s'il a déjà des process, si l'opérationnel est prêt pour se développer par la suite. Et ça, finalement, c'est aussi présent dans un rendez-vous sur une phase de création que sur une phase de croissance. Ouais, je pense qu'à chaque moment de la vie de l'entrepreneur, c'est les questions essentielles à se poser et que lui-même doit se poser tout au long de son parcours. Donc en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment ce qu'on doit réussir à faire, remise en question systématique pour réussir au fur et à mesure de la vie d'un entrepreneur, de la vie entrepreneuriale, réussir à répondre à nouveau à ces questions avec de l'actualité finalement sur notre projet. Sébastien, tu veux rebondir là-dessus? Oui, j'espère qu'on ne fait pas flipper l'Assemblée ici présente. Parlons cash. Donc on est cash avec vous. Parce que de temps en temps, il y a quelques situations sur lesquelles l'entrepreneur peut se rencontrer des difficultés, mais il y a tellement de belles histoires. Et sachez-le, c'est tellement beau, on a tellement de belles histoires à raconter. On n'a pas que des scénarios catastrophes, il n'y a pas que le Titanic, il y a toutes les belles expériences, déjà. Non, véritablement, les messages que l'on souhaite passer aujourd'hui, c'est de dire... votre vie d'entrepreneur, elle est suffisamment difficile. Ne vous mettez pas de difficultés complémentaires en vous exposant à des choses à des situations que vous pouvez éviter. Et c'est juste là, en fait, des sommes de bonnes pratiques qu'on vous livre aujourd'hui. Voilà. De la croissance, il en faut. Il faut faire croître sa marge, il faut faire croître son chiffre d'affaires. Il y a de l'inflation, il faut gagner davantage. Vous serez toujours rattrapé par l'augmentation des prix de vos fournisseurs, par l'augmentation des impôts, tout ça, ça s'anticipe. La croissance, c'est le nerf de la guerre quand on est entrepreneur. Un entrepreneur sans croissance, c'est un entrepreneur qui est en train de mourir. Excusez-moi, mais on est là pour parler cash.
Voilà, et vivre sa vie d'entrepreneur, c'est penser à la croissance. On l'a dit tout à l'heure, tu le disais, il y a plusieurs croissances, croissance organique, etc., etc. Voilà. Et donc, il y a différentes étapes, différents leviers, différents outils pour que vous puissiez financer votre croissance. Plusieurs outils dans les banques, soit du financement court terme, moyen terme, long terme, toutes les formules de location, et puis tout le partenariat, tout l'écosystème qui existe autour. Voilà, donc moi, là, vraiment un message positif, c'est que votre croissance, la croissance, c'est un leitmotiv, ça doit être votre moteur au quotidien, mais il faut une croissance maîtrisée et accompagnée. Exactement, c'est très beau, c'est presque un discours de fin, mais on a quelques temps encore, parce que tu m'as devancé. Évidemment, on est là pour parler cash, mais on n'est pas là pour parler négatif. L'objectif, c'est de vous donner le plus de vision possible et le plus d'éléments pour pouvoir au mieux gérer et anticiper votre future croissance actuelle, s'il y en a qui la connaissent déjà. Est-ce que vous avez du coup une belle histoire? Parce que oui, on est là pour parler cash, mais après le pire vient le meilleur. Est-ce que vous auriez une belle histoire à nous partager? Rochdi, tu en es le parfait exemple. Tu as coché quasiment toutes les cases, que je vois pas de cases pas cochées. Anaïs, est-ce que tu as une belle histoire en plus de celle de Rochdi? Oui, les belles histoires, c'est notre quotidien, je pense, heureusement, et ça fait partie de notre boulot et de notre accompagnement. Les plus belles histoires, c'est quand des entrepreneurs reviennent nous voir peu de temps après pour nous solliciter sur d'autres projets et nous dire le premier, vous nous avez financé, ça fonctionne, et on souhaite que vous nous accompagniez, ou au sein de la maison mère, ou au sein des filiales qu'il a créées par la suite. Voilà. Je pense que c'est les plus belles histoires qu'on a au quotidien. Valentin, est-ce que tu en as en tête? Et surtout, est-ce que tu as une histoire en tête qui évidemment a connu une belle croissance, mais à quoi tu as reconnu que ça pouvait fonctionner? L'entrepreneur d'abord, puisque c'est lui le premier ambassadeur de l'entreprise. La façon dont il aborde aussi sa croissance, c'est hyper important, et c'est toujours des signaux très positifs de voir quelqu'un qui est demandeur de conseils, de financement, qui vient nous revoir après plusieurs accompagnements. Enfin, nous, chez BPI, on a tout un panel d'outils. Donc quand on est parti d'une bourse French Tech Emergence et qu'on arrive sur une assurance export 10 ans plus tard, et effectivement, ça c'est une histoire de réussite, puisqu'en fait, on finance sa prospection sur des nouveaux marchés, parce qu'il a passé des nouveaux seuils, parce qu'il a déjà été financé 3, 4, 5, 6 fois. Et évidemment, quand on voit ces histoires-là, c'est ces entrepreneurs-là qui nous inspirent le plus. Et puis dans les autres belles histoires, vous en verrez beaucoup après, puisque aujourd'hui, on en a quand même un certain nombre aujourd'hui pour le concours de pitch. Mais c'est ces entrepreneurs-là au quotidien qui nous inspirent et puis qui nous donnent envie aussi de continuer à entreprendre et d'encourager l'entrepreneuriat. Merci. Sébastien, est-ce que tu aurais une belle histoire à nous partager? Et surtout, pourquoi est-ce que tu as déterminé que c'était une belle histoire? Comment tu t'es dit que ça pouvait devenir une belle histoire? Alors, une belle histoire en ce qui concerne l'entrepreneuriat, c'est quand l'entrepreneur a le sourire. Voilà. Non, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà une très belle réussite. Ça veut dire qu'il s'épanouit dans ce qu'il fait et que ses projets aboutissent. Une belle histoire, je vais quelque part vous parler d'un entrepreneur, des entrepreneurs que j'ai rencontrés et qui sont accompagnés par un des réseaux qui est proche de BPI. Ils ont intégré donc un parcours de formation, et puis il y a un an, ces deux entrepreneurs avaient un point de vente. Aujourd'hui, ils en ont 3. Et aujourd'hui, leur réflexion, c'est de se poser la question de savoir s'ils ne peuvent pas aller jusqu'à franchiser leur concept. Et je trouve ça admirable, c'est-à-dire qu'ils ont maîtrisé une croissance, des années de travail. Bien évidemment, ils ont été attentifs à tout, ils ont réfléchi à tout, mais aujourd'hui, c'est de l'employabilité à 5 ou 6 collaborateurs par point de vente. Et moi, je dis que ça, c'est des aventures entrepreneuriales qu'il faut souligner, féliciter et encourager. Rochdi, peut-être bientôt le mot de la fin, on arrive à la fin. Est-ce que tu aurais, d'entrepreneur à entrepreneur, un dernier conseil à leur donner pour anticiper au mieux? La première question qu'on s'était posée quand on a monté le projet, on s'était dit quel était l'avantage concurrentiel qu'on devait avoir dès le départ. Et dans la restauration, on était dans un centre commercial où il y avait 49 restaurants. Et qu'est-ce qu'il fallait chercher
pour être mieux que les autres. Et c'est quelque chose que je faisais naturellement dans mes restaurants. C'était ce qu'on appelle l'hospitalité et l'expérience client. Et la majorité, on fait tous 80% la même chose. Et on s'est concentré sur les 20%. Et ces 20%, c'est ce qui a fait que il y a eu un impact très fort dans nos ventes, et où les clients ils étaient impressionnés par un fast-food en mode de 5 étoiles. Et donc quand on est concentré sur quelque chose qui est mieux que les autres, dans le temps, on est sûr que ça fonctionnera. Et avoir l'attitude de voir grand dès le départ. Dès le premier projet, on était en train de se projeter sur le long terme, et il fallait prouver sur les 3 premières années que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne avec des résultats, il y a trop de personnes qui font ce qu'il y a à faire le lundi, mardi, mercredi. Et le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ils ne le font plus. Donc nous, on l'a fait du lundi au dimanche, du 1er du mois au 31 et de janvier à décembre. Et de se concentrer sur l'humain pour qu'il puisse, on puisse se cloner et faire la même chose que ce qu'on est en train de faire donc il faut être assez concentré sur et toujours perfectionner. C'est pas que le début en fait. Réussir effectivement à aligner sa vision, grandir, se remettre en question au quotidien, c'est vraiment les mots qu'il faut retenir sur cette conférence-là. C'est vrai que aligner sa vision, ses partenaires, ses moyens, en fait, c'est pas forcément quelque chose d'évident, mais c'est primordial de passer par là. C'est primordial de se poser les questions dès le début, dès que vous commencez votre projet, pour réussir à effectivement aller plus loin, d'aller loin sereinement, et surtout durablement. Et pour aller loin durablement, il faut se donner aussi les moyens de ses ambitions pour réussir à grandir en voyant big. Et c'est pas pour rien qu'on l'a appelé comme ça, cette conférence. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Non? On va clôturer cette dernière conférence de la journée. En revanche, ne nous quittez pas, il nous reste une session de pitch où vous allez voir encore les 5 derniers finalistes sur une session spécialisée sur l'impact. Donc je vous invite à rester avec nous. J'espère qu'on a répondu à beaucoup de questions qui se posaient dans vos têtes. On est disponible si vous en avez d'autres et je vous souhaite une très bonne journée à tous.